à tous. Mesdames, Messieurs, cher Alain, merci de votre accueil. Merci de nous accueillir ici à la Cité des Sciences à l'occasion de ce salon Biomime Expo qui nous invite cette année à réfléchir sur la façon dont nous souhaitons vivre sur Terre. Et là, je me permettrai de reprendre une phrase qui m'a beaucoup touché dans les propos introductifs. Inspirons-nous de la vie, notre plus beau modèle d'avenir. Je vous laisserai méditer tout ça tranquillement ce soir. Je laisserai Michel Papalardo, qui vient d'être présenté. Je lui laisserai le soin de présenter dans quelques minutes notre lauréat et permettez-moi quelques mots très rapides d'introduction et surtout des mots d'hommage. En effet, je voudrais rendre hommage à 3 personnes qui nous ont quittés en 2022 et 3 personnalités qui ont contribué à faire de ce prix François Sommer Homme Nature une distinction reconnue dans le monde scientifique. La première d'entre elles, c'est Yves Le Floxois, co-créateur du prix François Sommer Homme Nature avec la Fondation en 2012. Yves Le Floxois en était l'animateur et la cheville ouvrière depuis 10 ans. Il est décédé le 24 septembre dernier à la veille de ses 80 ans. Et je tiens à exprimer ici la reconnaissance de la Fondation pour l'œuvre qu'il a accomplie et pour le rayonnement qu'il a permis de donner à ce prix. La qualité de son travail se reflète dans l'excellence des lauréats de ce prix depuis 2012. En fait, ce prix est donné tous les 2 ans. Donc, le premier prix a été remis en 2014 à Clément Sanchez, en 2016 à Claude Grison, qui nous a fait l'amitié d'être là aujourd'hui, et l'amitié à Alain, et je sais qu'elle est fidèle à Biomime Expo. En 2018, c'est le réseau Bactériophage France qui a été lauréat du prix. Et en 2020, Marc-André Selos, que je ne présente pas. Sans omettre notre lauréat de ce soir, mais je laisse le suspense à son comble, dont Yves Le Floxois avait instruit le dossier avec l'appui des membres du jury. 2 autres membres du jury nous ont quittés. D'abord, quelqu'un que je ne présenterai pas non plus, qui est très connu ici et dans nos différentes communautés. Il s'agit du célèbre paléontologue Yves Coppens, qui nous a quittés au mois de juin dernier. Il nous avait encore écrit au mois de mars et je me permets de le citer. Merci encore et toujours pour cette superbe idée du prix François Sommer Homme Nature et de son esprit. Je suis très fier d'appartenir à son jury. Et enfin, je voulais évoquer la mémoire d'André Laurent Parodi, autre pilier du jury depuis sa création, ancien président de l'Académie nationale de médecine, ancien président de l'Académie vétérinaire de France, qui nous a quittés au mois de mai dernier. Un mot également sur ce prix, le prix François Sommer Homme Nature, créé, je le disais, il y a 10 ans, doté d'un montant de 50 000 €. Il récompense un scientifique ou une équipe de scientifiques de dimension internationale dont les travaux de recherche pluridisciplinaires présentent des perspectives innovantes et prometteuses en matière de relations entre l'homme et la nature. De relations vertueuses, devrais-je préciser. Et c'est là mon dernier point pour rappeler que la Fondation François Sommer, à l'initiative de ce prix, agit depuis 1964 au croisement de la nature et de la culture. Son fondateur, François Sommer, avec le soutien de son épouse Jacqueline, était un grand mécène et collectionneur. Il est à l'origine du musée de la chasse et de la nature, qui est non seulement le réceptacle d'œuvres remarquables, classiques et contemporaines, mais également un lieu d'échange et de réflexion sur le rapport que nous entretenons avec le sauvage qui nous entoure. Car au-delà de la culture où elle est très active, la Fondation mène dans le secteur de la biodiversité des programmes d'études, des programmes scientifiques, des programmes de formation et des programmes de conservation des espaces et des espèces. Dans les Ardennes, dans son domaine de Belleval, de plus de 1000 hectares, elle expérimente des modes de gestion innovantes de la flore et de la faune, en lien avec des laboratoires, des universités, des acteurs publics comme l'Office français de la biodiversité ou encore le CNRS.
Et en Afrique, je me permets ce clin d'œil, la fondation COGER, avec le gouvernement du Mozambique, le parc national de Gilet, de près de 500 000 hectares. Et je sais que ce sujet intéresse particulièrement notre lauréat, qui, je l'ai découvert, mène lui-même des études au Mozambique. Peut-être nous en parlera-t-il. Nous pilotons et salarions sur place 120 personnes pour lutter contre le braconnage, étudier et protéger la faune et la flore, réintroduire les espèces et gérer des programmes de développement communautaire au profit des communautés et des villages autour de cette réserve, avec nos partenaires que sont l'Agence française de développement et la Commission européenne. Voilà ce que je voulais beaucoup trop rapidement vous dire et je passe tout de suite la parole à Michel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors effectivement, c'est à moi que revient l'honneur de vous présenter le lauréat, qui est là, Nicolas Mathevon, bioacousticien, spécialiste des langages et des comportements des animaux. Et pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore deviné, le lauréat du prix François Sommer Homme Nature 2022, c'est le conférencier qui était annoncé dans le programme, donc il n'y avait pas vraiment de suspense. Et donc, merci bien sûr d'être là pour recevoir votre prix, mais surtout pour parler plus savamment que moi de vos recherches. Mais quelques mots quand même pour vous présenter, cher Nicolas, avant de vous remettre ce prix et de vous écouter, bien sûr. Nous sommes tous venus pour cela. Cela va sans dire. Donc, je vais dire quelques mots sur votre tout à fait passionnant parcours. D'abord sur le fait que vous êtes biologiste, spécialiste du comportement animal, professeur de classe exceptionnelle à l'Université de Saint-Étienne depuis 26 ans, membre senior de l'Institut universitaire de France, directeur de l'équipe de neuroéthologie sensorielle que vous avez fondée et président de l'International Bioacoustic Society. Et tout cela en commençant par étudier le chant des oiseaux. C'est plus poétique, mais le chant des oiseaux, certes, mais plus précisément et plus savamment, en vous intéressant aux effets de la propagation du son dans les milieux bruyants, en forêt amazonienne par exemple. Puis, après le chant des oiseaux, en étudiant la reconnaissance entre les mères otaries et les jeunes otaries, je suppose que vous nous expliquerez pourquoi. Et puis, enfin, en passant par la communication acoustique et la perception de l'environnement sonore chez les crocodiles. Vous avez enregistré, on en parlait tout à l'heure parce que ça me préoccupait de bien comprendre ce qui se passait. Vous avez enregistré les cris émis par des embryons matures de crocodiles encore dans leur œuf, et c'est très important pour la vie des crocodiles. En laboratoire, donc, ou sur le terrain, en Australie, en Afrique, en Amérique du Sud, au pôle, on vous trouve toujours armé de micros, de magnétophones, aussi de haut-parleurs, car vous captez les signaux acoustiques, mais vous êtes aussi un des très rares chercheurs sur cette planète à pouvoir entamer et tenir une conversation avec un crocodile, un flamant rose ou une hyène. Donc voilà, bonne raison pour vous remettre un prix, ça, de toute façon. Mais surtout, vous avez fait avec tout ça beaucoup de recherches très utiles. Quand on lit votre dossier, très impressionnant dossier de candidature, très lourd, pour le prix François Sommer Homme Nature, on est d'ailleurs frappé par le nombre d'espèces auxquelles vous vous intéressez. Il semble qu'il n'y ait pas de limite, en fait, à vos recherches, du caïman à la souris, de la hyène à l'hippopotame, de l'éléphant de mer au petit humain, parce que même les petits humains vous intéressent. Surpris par les connaissances, en effet, lacunaires sur les pleurs de nos bébés. Moi, c'était le seul sujet que j'avais l'impression de connaître, mais bon, visiblement pas assez. Vous avez appliqué à notre espèce le processus de reconnaissance acoustique entre la mère et le bébé otari, afin de mieux comprendre la communication acoustique autre que langagière chez l'espèce humaine. Encore plus incroyable, vous vous êtes engagé assez récemment avec votre équipe de recherche dans l'utilisation de la bioacoustique comme outil de suivi et de protection de la biodiversité. C'est une méthode non invasive, discrète, peu coûteuse, qui consiste à capter des paysages sonores aériens ou aquatiques, des fréquences les plus basses aux fréquences les plus hautes, pour identifier, dénombrer et suivre les espèces, notamment des espèces sensibles.
Le défi, et écrivez-vous dans votre dossier, c'est d'analyser la quantité astronomique de données récoltées, ce qui vous conduit à développer, avec des spécialistes de machine learning, une plateforme d'intelligence artificielle en bioacoustique dont la finalité est bien la préservation de la biodiversité. Aussi, voilà, c'est quelques échantillons de tout ce que vous avez fait, mais vous allez nous en dire beaucoup plus. Mais c'est pour toutes ces raisons qu'en vous distinguant ce soir, le jury du prix Homme Nature récompense donc à la fois l'originalité et la profondeur de vos recherches, leur universalité, la somme de connaissances produites et partagées, et finalement leur portée sur la compréhension de la nature sauvage, si chère donc à François Sommer et à la fondation qu'il a créée avec son épouse. Mais à côté du chercheur, nous récompensons également l'enseignant, passionné par la transmission des savoirs, et le vulgarisateur scientifique de grand talent, auteur de nombreux livres, de conférences, d'articles dans des revues scientifiques internationales, mais également dans des revues grand public, avec des articles et des récits qui ont inspiré des documentaires et plusieurs films pour le CNRS et Arte, où l'on découvre, troisième facette importante, l'homme, le baroudeur, l'amoureux de la nature et, in fine, une grande voix dont nous espérons qu'elle portera toujours plus loin et toujours plus fort. Donc voilà, cher Nicolas Mathevon, pourquoi le prix vous est décerné cette année. Et donc, je suis très heureuse. Alors voilà, on recherchait le diplôme. Au nom de la Fondation François Sommer, du jury du prix Homme Nature, je vous remets par les mains d'Alban ce diplôme et vous félicite chaleureusement des travaux passés et déjà des travaux futurs que vous allez continuer à faire et qui vont nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, visiblement, mais aussi sur la biodiversité. Bravo. Allez, on se débarrasse du diplôme, on va le mettre là, comme ça. Merci. Ah oui, pardon. Merci. Je suis sans voix. Pour un bioacousticien, c'est pas terrible. Vous avez quand même 30 minutes à faire, cher Nicolas, donc essayez de la retrouver assez rapidement. Merci pour ce joli discours, ça me touche beaucoup. Merci pour ce prix. Comme j'ai 30 minutes, je vais démarrer tout de suite l'exposé. Vous avez plein de choses très belles à nous raconter. Et sachez que M. Mathevon dédicacera son livre une petite vingtaine de minutes après la fin de cette session. Voilà, c'est à vous. Voilà. Alors, vous m'entendez bien ? Oui. Donc, ça, c'est mon côté enseignant. Donc j'avais un choix à faire pour cette conférence. Soit je vous emmenais dans l'Arche de Noé et je vous montrais tous les animaux, je vous disais un petit mot sur chacun des animaux avec lesquels j'ai travaillé, soit j'essayais de vous faire partager un peu plus la science et qu'on aille un petit peu plus dans le détail, mais à ce moment-là, il fallait faire un choix de modèle. Alors j'ai fait un petit mix, mais c'est quand même cette deuxième option que j'ai prise. Alors d'abord, juste en préambule, je voudrais vous dire, c'est très important, moi j'y tiens beaucoup, et puis les scientifiques y tiennent beaucoup en principe. Ce que je vais vous raconter là, et tout ce que j'ai fait, tout ce dont Michel a parlé, ça n'est pas que moi qui l'ai fait, très loin de là. J'ai une équipe et la plupart des travaux sont faits par d'autres gens et je suis un peu l'animateur de tout ça, même si je participe quand même effectivement et je vais souvent sur le terrain aux manips, aux expérimentations, aux analyses des données. Alors, voilà, alors ça c'est une vidéo que je vais lancer, mais avant je vous l'explique un tout petit peu pour que vous la compreniez. Nous avons un programme de recherche avec ma collègue Isabelle Charrier du CNRS et des collègues américains sur l'éléphant de mer. L'éléphant de mer, c'est un énorme phoque qui vient tous les ans se reproduire sur les côtes californiennes et Mexique. Là on est en Californie, 1h30 au sud de San Francisco. Et vous avez ici un mâle qu'on appelle un mâle alpha, que vous allez entendre crier. Alors, le cri des éléphants de mer, c'est très bizarre, c'est une espèce de clac, 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 comme ça. Et ce qu'il faut regarder, donc ce mâle alpha est entouré par ses femelles et il défend cette zone-là. Voilà. Et celui-là, c'est un mâle qu'on appelle un mâle bêta, non pas parce qu'il est un peu bête, mais c'est de la lettre grecque bêta, qui veut dire qu'il est en dessous dans le rang hiérarchique. Et vous allez regarder le comportement de ce mâle bêta en réponse au cri du mâle alpha. C'est pas très fort, là.
Voilà. Merci. Voilà, donc vous voyez, la voix le fait fuir. Hein, on voit qu'il a un peu, il a peur en fait du malade. Donc quand on est arrivé sur la plage avec Isabelle, bien, on s'est dit ben voilà comment ça marche, ça, quelles sont les informations qui sont codées dans ce cri, parce que ça nous amène à la question finalement de la bioacoustique. La question de base de la bioacoustique, c'est la question des langages animaux, n'ayons pas peur des mots. C'est un travail un petit peu d'archéologue. Si vous voulez, ici, vous avez le disque de Phaistos, peut-être que vous connaissez ça. C'est une pièce archéologique qui a été trouvée en Crète. Et vous voyez, plein d'inscriptions, là, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Donc, il y a des gens qui essayent de décrypter ce code. Ici, vous avez un spectrogramme de cris de crocodile. Voilà. Eh bien, personne ne sait ce que ça veut dire non plus. Enfin, si, nous, on commence de savoir un petit peu ce que ça veut dire. Ben, le travail des bioacousticiens, c'est de déchiffrer le code de ce cri, d'accord ? Et de comprendre comment les signaux acoustiques codent de l'information et comment cette information est décodée par les récepteurs. Alors, comment fait-on ? On a un outil qui est assez pratique. En fait, on a un outil qu'on appelle le playback, c'est-à-dire qu'on va aller jouer des sons aux animaux et on va aller leur poser des questions. Alors dans cette expérience-là, vous allez voir l'éléphant de mer de tout à l'heure, mais ici, il y a un haut-parleur, et ce haut-parleur va jouer la voix d'un individu plus haut dans le rang hiérarchique que celui-ci. Vous voyez, il n'y a aucun éléphant derrière, il y a juste le haut-parleur qui émet du son. Et regardez la réponse de cet animal. Cet animal, il jeûne pendant 3-4 mois sur la plage, il perd jusqu'à 30% de son poids, ça lui demande énormément d'énergie de prendre ce genre de décision. Et regardez, la simple écoute de la voix d'un individu plus haut dans le rang hiérarchique suffit à le faire partir. Donc vous avez ici un outil qui permet de poser des questions à l'animal, et on a fait toute une étude sur cet éléphant de mer qui nous a permis de comprendre que les individus sur la plage se reconnaissent, chacun a leur voix, chacun a sa voix, et les individus se reconnaissent les uns les autres. Ils ont même la mémoire d'une année sur l'autre de leur voix. Donc ils ont une connaissance de tout le réseau social qui les entoure, et en fait, ils prennent leurs décisions en fonction de qui parle. Voilà. Alors, pour aller un peu plus au fond des choses, un tout petit schéma théorique, enfin, c'est pas très compliqué, hein, c'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission de l'information, et ce qui est un peu le cadre de base de réflexion pour étudier une communication animale. Dans une communication animale, vous avez un émetteur, un individu récepteur, et puis l'émetteur, il fabrique un signal dans lequel il code un certain volume d'informations, vous voyez ce cube. Mais cette information, ce signal, il va traverser ce qu'on appelle un canal de transmission, par exemple la forêt, avant d'atteindre le récepteur. Et pendant cette transmission, le signal, il est abîmé. C'est-à-dire que l'intensité diminue, les hautes fréquences peuvent être absorbées par la végétation, il peut y avoir des échos. Donc le volume d'informations représenté par ce cube, ce volume diminue aussi. Et en fait, c'est une des questions qui se pose quand on étudie une communication acoustique, c'est comment, malgré ces contraintes, eh bien, il peut y avoir des échanges d'informations entre les individus. Alors, pour étudier ça un peu plus à fond, je vous emmène en forêt atlantique, là, sur la côte est du Brésil, en tout cas dans ce qu'il en reste, étudier une petite fauvette qui s'appelle la paruline à sourcils blancs. Cette paruline à sourcils blancs, les mâles font des territoires d'environ 100 mètres de diamètre, et ils les défendent en chantant. Voilà le chant d'une paruline. C'est très simple, c'est une descente en fréquence de petites notes, d'accord, les unes derrière les autres, séparées par des silences. Comme ça. Si on enregistre ce chant après 100 mètres de propagation dans la forêt, je vous rappelle que 100 mètres, c'est la taille d'un territoire. Voilà ce qu'on obtient. Tendez bien l'oreille. Voilà, après 100 mètres de propagation, il ne reste plus que ça. On voit très bien sur le spectrogramme que la moitié du champ, celle la plus aiguë, bien, a disparu, absorbée par la végétation. Il n'y a plus de silence, les échos les ont comblés, etc. Pourtant, la communication se passe, et c'est ce qui nous a intéressés. Comment ça marche ?
Alors, comment ça marche? On s'est posé les questions les unes après les autres de quel type d'informations peuvent être codées dans le champ d'une paruline. Classiquement, une information qui est codée dans le champ des oiseaux, c'est l'identité de l'espèce. Nous sommes tous capables de différencier un merle d'un rouge-gorge ou d'un troglodyte. En tout cas, vous savez tous que chacun a son propre champ. Donc, chaque espèce a son propre champ. C'est une information qui est très importante dans la plupart des vocalisations animales, et en particulier les chants d'oiseaux. Alors, pour comprendre comment cette information « je suis une paruline à sourcil blanc », finalement c'est ça l'information identité de l'espèce, comment elle est codée dans le champ d'une paruline? On a commencé par enregistrer plein de parulines, mâles, et comparer leur chant. Et on s'est aperçu qu'en fait, tous les chants de toutes les parulines à sourcil blanc qu'on enregistre obéissent à cette loi, c'est-à-dire que les notes sont accrochées le long d'une descente en fréquence. On part de notes plus aiguës et puis on descend vers des notes plus graves. Alors après, que fait-on pour savoir si c'est ça le code « je suis une paruline à sourcil blanc » Eh bien, on va poser des questions à l'oiseau. Cet oiseau s'y prête parce que quand on pose un haut-parleur au centre du territoire d'une paruline à sourcil blanc et qu'on lui joue le chant d'une paruline à sourcil blanc enregistré à quelques kilomètres de là, eh bien, votre paruline attaque le haut-parleur. C'est-à-dire qu'elle arrive sur le haut-parleur, elle se met autour, elle chante, elle est très excitée, elle passe dessus, elle donne des coups de bec, etc. Donc, et si vous lui jouez du Mozart ou un chant de troglodyte, eh bien, elle ne réagit pas. D'accord ? Elle réagit spécifiquement au chant de la paruline. Alors, ça permet de faire des signaux modifiés. Avec l'outil informatique, on peut faire des tas de choses, et on va donc casser le code supposé de « je suis une paruline à sourcil blanc ». Première manière de le casser, c'est de le casser brutalement en prenant toutes les notes là et en les mélangeant, en les mettant au hasard. Alors évidemment, ça c'est un peu sévère comme modification. C'est sûr que quand on passe ce signal à une paruline à sourcil blanc, eh bien elle se demande ce qui se passe et elle ne vient pas sur votre haut-parleur. Vous avez cassé le code. Ce signal, qui est pourtant composé de notes de paruline, n'obéit plus à cette règle. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quand même un peu rude là. Donc faisons des modifications un peu plus douces. Et par exemple, augmentons légèrement la pente du chant. Eh bien, lorsqu'on augmente de quelques pourcents la pente comme ça d'un chant de paruline, eh bien, on perd la réponse comportementale. On peut aussi diminuer légèrement la pente en faisant un chant comme ça. Eh bien là encore, on perd la réponse de la paruline. En fait, il suffit de modifier un tout petit peu la pente moyenne d'un chant de paruline pour casser le code et que ça ne soit plus compris par les autres parulines. Ce chant-là ou ce chant-ci ne porte plus l'information « je suis une paruline à sourcil blanc ». L'ultime vérification, elle a été apportée par un signal de synthèse pur. Alors, il est un petit peu difficile à entendre, des fois il est un peu fort. C'est celui-ci, voilà le nom parfait. Donc, ce signal, c'est un signal qui est fabriqué par ordinateur. Il n'y a rien de paruline là-dedans. Mais on a suivi la loi de descente en fréquence. On part de la même fréquence aiguë qu'un chant naturel. On arrive à la même fréquence grave dans le même temps. Donc, on a la même pente. Par contre, il n'y a plus de notes, il n'y a plus de silence, il n'y a plus rien. Quand vous jouez ça sur le territoire d'une paruline depuis un haut-parleur placé au centre de son territoire, eh bien, vous obtenez une réponse territoriale. C'est-à-dire que pour la paruline, ça, c'est un chant de paruline qui porte l'information « je suis une paruline à sourcil blanc ». Alors, elle ne va pas se laisser avoir très longtemps. Au bout d'un certain nombre de tests, elle va... Parce qu'évidemment, elle entend très bien la différence entre ce chant et le normal. Mais pour elle, le code est là. Et ça n'est qu'au bout d'un certain apprentissage qu'elle va le classer comme signal non signifiant. Mais en tout cas, on a touché le code. Je vous rappelle qu'après 100 mètres de propagation, eh bien... il ne reste plus que la moitié du signal. Mais en fait, cette moitié suffit pour avoir accès à la pente, puisque c'est la même tout du long. Et donc la paruline n'a pas besoin d'avoir tout son chant, d'entendre un chant entier pour comprendre qu'il s'agit d'une paruline à sourcil blanc. Un demi-chant suffit. Donc, ce signal, cette information, identité de l'espèce, est codée par la descente en fréquence et c'est un paramètre résistant à la propagation, qui permet la transmission de l'information à longue distance. C'est une information publique, on pourrait dire. Autre information, l'identité individuelle. Des parulines qui ont leur territoire placé les uns à côté des autres, ne passent pas leur vie à s'attaquer. D'accord ? Les voisins ne passent pas leur vie à s'attaquer, pourtant elles chantent. Et donc ça c'est assez classique chez les oiseaux, mais ça sous-entend qu'elles puissent reconnaître Pierre-Paul Jacques d'un individu qu'elles n'ont jamais entendu, un individu de la même espèce mais qu'elles n'ont jamais entendu. Donc, il y a un codage de l'identité individuelle dans le champ de la paruline. Pour le savoir, première étape,
on enregistre plein d'individus, paruline à sourcils blancs, et on compare leur chant. Alors, vu de loin, c'est un peu la même chose, mais si on zoome sur les chants, ça, à gauche, vous avez de la paruline, vous avez Albert, et puis à droite, vous avez Pierre, et on voit que de temps en temps, il y a des petites irrégularités dans cette descente en fréquence. Et ce qui est remarquable, c'est que si on enregistre 30 fois Albert, 30 fois on aura cette petite irrégularité au même endroit, et pareil pour Paul ou Pierre. D'accord ? Donc, vous avez bien une signature individuelle. Maintenant, est-ce que les oiseaux s'en servent ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se servent de cette signature pour s'identifier ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est leur poser la question. Alors, petite expérience, là, un tout petit peu plus complexe que la première. On enregistre le chant d'un voisin de l'oiseau que l'on veut tester. Par exemple, ici, le voisin A. Alors, je l'ai pris un peu exprès, j'ai pris une paruline un peu exagérée, c'est-à-dire que, vous voyez, vous avez un gros saut en fréquence ici, d'accord ? Quand on met le haut-parleur en bordure du territoire de l'oiseau testé, qu'on lui passe son voisin A, eh bien, on n'a pas beaucoup de réponses. Parce que le voisin A chante depuis son territoire, à lui, pas de problème. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, par ordinateur, eh bien, bouger, vous voyez ce saut-là, cette irrégularité qui est ici dans la pente, on va prendre ces deux notes-là, on va les monter en fréquence, et donc on déplace l'irrégularité en temps, on la met un tout petit peu plus en retard par rapport. C'est la seule chose qu'on change. Tout le reste, on garde exactement les notes et la disposition du chant du voisin A. Ben, lorsque vous émettez ce signal depuis un haut-parleur qui est en bordure du territoire d'une paruline et en bordure du territoire du voisin A, eh bien on obtient une réponse territoriale forte, la même réponse que celle que l'on obtient quand on passe un oiseau étranger, un oiseau qui n'a jamais été entendu. En fait, qu'a-t-on fait ici ? On a changé l'identité de l'oiseau émetteur. On a cassé le code identité individuelle. D'accord ? Voilà. Alors, ce qui est assez amusant à constater, ou intéressant à constater, c'est que ces irrégularités qu'on repère ici, ces petits sauts fréquentiels, en principe, ils sont toujours dans la première partie du champ. Je vous rappelle que la première partie du champ, c'est celle qui disparaît à longue distance. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça signifie que cette information identité individuelle, elle n'est accessible qu'à des oiseaux qui sont proches de l'oiseau émetteur. Une sorte d'information privée, en quelque sorte. Identité de l'espèce, information publique. Identité de l'individu, information privée, réservée aux voisins et probablement à la femelle qui est avec le mâle qui chante. C'est une information qui est sensible à la propagation. Donc vous voyez comment s'intriquent à la fois les contraintes du milieu, parce que c'est la forêt qui crée ces modifications, et la manière dont sont codées les informations qui sont portées par le signal. Voilà. Et bien ça, c'est notre travail. C'est le travail de base des bioacousticiens, c'est de décrypter ces codes. Donc il est possible de comprendre les mécanismes de codage et de décodage de l'information portés par des signaux acoustiques animaux en utilisant des expériences et des techniques de traitement du signal. Voilà, ça, c'est une extrémité du spectre de la bioacoustique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue, puis après je vais insister un peu sur une chose. Comme on est quand même dans un salon Biomime Expo, j'ai présenté les applications pratiques, on va dire, pour la bioacoustique. Alors, vous avez vu avec l'exemple de la paruline, on peut avoir accès au code de l'information. On peut imaginer d'utiliser ces codes dans certains cas. C'est ce qu'on fait, par exemple, si on fait de l'effarouchement acoustique. Par exemple, au laboratoire, actuellement, nous, on a une doctorante qui est payée par la SNCF pour mettre au point le signal qui va faire fuir les chevreuils à l'avant des TER. Et en fait, comment fait-elle ? Elle part des signaux de détresse naturels émis par les chevreuils et elle travaille dessus elle les décode d'abord. C'est-à-dire qu'elle cherche à comprendre qu'est-ce qui, dans ce signal, fait que l'animal va réagir en fuyant. Et ensuite, l'étape d'après, ça va être d'exagérer ces parties-là, ces paramètres-là, pour rendre ces signaux encore plus efficaces et puis surtout éviter ce qu'on appelle l'habituation, c'est-à-dire les rendre suffisamment variables pour que les animaux ne s'habituent pas trop. Bon, voilà. Donc ça peut être, c'est directement, je dirais une application directement tirée du décodage des signaux animaux.
c'est utilisé ça sur les aéroports, par exemple, pour les farouchements acoustiques. C'est un truc qui a été mis au point par des chercheurs français d'ailleurs, Thierry Aubin et Jean-Claude Prémont dans les années 80. Et ils ont mis au point des signaux qui font fuir les oiseaux sur les aéroports. Maintenant, chaque fois que vous prenez l'avion, je sais que plus personne ne prend l'avion de nos jours, mais ça va revenir. Eh bien, vous avez des haut-parleurs le long des pistes qui font fuir les avions avant que votre avion ne décolle. Une autre application, c'est, vous voyez, il y a des informations qui sont codées dans les vocalisations animales. Il y a des informations qu'on n'a pas cherchées dans le champ de la paruline, mais qui existent dans de nombreux signaux animaux, qui peuvent être indicatrices de l'état physiologique de l'individu. Je prends un exemple dans le domaine médical, c'est quelque chose qu'on commence d'envisager au labo, nous. Vous travaillez sur une souris qui est un modèle de maladie neurodégénérative, d'accord ? Ou un modèle d'AVC, par exemple, de récupération d'AVC. La voix est totalement corrélée au fait de si vous récupérez plus ou moins bien vos capacités. Or, les souris, ça crie en permanence. Hein, turlututu, chapeau pointu, en permanence, la souris. Eh bien, quand vous l'enregistrez, vous pouvez savoir si le signal qu'elle émet est correct ou pas, et vous pouvez comme ça avoir un marqueur qu'on dit phénotypique, c'est-à-dire un marqueur externe, qui ne demande pas d'investigation particulière, un marqueur externe de la qualité de la récupération neurophysiologique de votre souris. Ça peut aussi être utilisé en bien-être animal. Vous avez un élevage de quoi que ce soit et vous enregistrez l'ambiance acoustique de vos poules, par exemple, et vous pouvez voir dans quel état elles sont, quel état de stress, etc., parce qu'en fonction de leur vocalisation. On avait fait une petite étude comme ça sur un oiseau à diamant mandarin au laboratoire, et quand on leur faisait manger une petite pastille de corticostérone, leurs cris devenaient plus aigus. Et on avait montré même que ces cris plus aigus, il y avait pratiquement une contagion émotionnelle, parce que les oiseaux, en entendant ces cris plus aigus, eux-mêmes devenaient plus stressés, quoi. Donc ça peut être des marqueurs de stress intéressants. Il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus. Une autre application, alors qui est très, ou en tout cas une autre question qui est très très actuelle, sur lequel il y a beaucoup de gens qui travaillent, nous au labo on est assez actifs là-dessus aussi, c'est de comprendre l'impact des bruits anthropiques, donc les bruits générés par les activités humaines, sur la faune. Ça a été d'abord beaucoup développé en milieu aquatique, en milieu marin, puis maintenant il y a aussi beaucoup de choses en milieu aérien. Et par exemple, nous, au laboratoire, on travaille sur des poissons de lacs, comme ça, ou de rivières, et on regarde, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais on regarde la conséquence de bruit de bateaux, de moteurs de bateaux, sur leur activité de prise alimentaire. D'accord ? Voilà, il y a aussi énormément de gens qui travaillent sur l'impact des bruits, par exemple des explosions sous-marines sur les baleines, sur les dauphins, etc. Ça, c'est un domaine qui est extrêmement actif. Là où je vais m'arrêter un petit peu plus, c'est la bioacoustique ou l'écoacoustique comme outil pour suivre la biodiversité. Un premier type de démarche, c'est de suivre par l'acoustique des espèces d'animaux d'intérêt. Alors, par exemple, au labo, on a un chercheur qui s'appelle Frédéric Seb qui travaille sur un oiseau qui s'appelle le lagopède alpin, la perdrix des neiges. C'est un très 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 bel oiseau qui vit au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Et cet oiseau, il est très menacé chez nous par le recul des neiges, etc. Et pour l'instant, jusqu'à ces dernières années, pour estimer les densités de population, pour compter les oiseaux, on fait monter des bonhommes dans la montagne et on les fait compter par l'acoustique juste avant le lever du soleil. Cet oiseau chante, il fait un chant qui ressemble à ça. Voilà, hop, vous venez d'en entendre, vous n'avez rien vu, et hop, mais vous savez, vous notez sur votre petite feuille qu'il y en a un qui vient de chanter à droite. Et puis, 3 secondes après, vous en entendez un autre chanter à gauche, etc., et vous notez. Et c'est comme ça, en plaçant plusieurs personnes, qu'on arrivait à les compter, qu'on pensait arriver à bien les compter. En réalité, ces oiseaux, ils volent, toc toc, donc des fois vous les comptez 2 fois, vous savez pas. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes, et en plus, vous faites pas monter des bonhommes tous les jours dans la montagne à 2500 mètres d'altitude. Donc, ce qu'a développé Seb dans notre équipe, c'est l'utilisation de capteurs acoustiques. Ça, c'est des enregistreurs, des magnétophones. On en a à peu près 200 maintenant sur tout l'arc alpin et les Pyrénées, qui enregistrent en permanence pendant toute la saison de reproduction des coins où il y a des lagopèdes. Derrière, on a développé des algorithmes qui permettent d'identifier individuellement les lagopèdes. Là, vous avez une sorte d'espace acoustique, si vous voulez. Chaque point, là, c'est un champ de lagopède. Chaque couleur, c'est un individu.
Parce qu'en fait, chaque individu, comme pour la paruline, a sa propre voix. Donc ici, par exemple, on avait 6 ou 7 lagopettes dans cet endroit-là. Et ça, on en est sûr. Et en plus, on peut suivre leur dynamique sur la saison. Donc voilà comment on peut utiliser l'acoustique pour suivre une espèce d'intérêt. Une autre approche qui est actuellement, donc, les gens sont très effervescents là-dessus, c'est utiliser les paysages sonores comme reflet de la biodiversité et suivre l'état des écosystèmes. Alors, en particulier en France, par exemple, on a quelqu'un comme Jérôme Sueur au Muséum national d'histoire naturelle qui a été vraiment un des pionniers là-dessus. Et puis, bon, nous aussi au labo, on a des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Alors, pour vous introduire cette question, je vais vous faire écouter un tout petit, c'est très court, un tout petit extrait d'un paysage sonore qu'on a enregistré en Guyane française à la station biologique des Nouragues du CNRS, une station du CNRS qui est en pleine Amazonie. Alors, écoutez. Voilà, alors c'est riche ce paysage, alors maintenant décortiquons-le un peu. Décortiquons-le par bande de fréquence, c'est-à-dire depuis les sons les plus graves jusqu'aux plus aigus. Alors très très grave ici, on a le vent, qu'on n'entend pas très bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, écoutez bien la bande au-dessus. Alors ça, ce sont des singes hurleurs qui sont à 2 km de là. C'est des gros singes qui sont extrêmement puissants et qui nous font ce fond sonore là. La bande supérieure, on va avoir une grenouille et puis un oiseau. Donc tititi, ça c'est la grenouille. Et voilà l'oiseau, le piot hurleur. Et ça, c'en est un autre individu, juste c'est plus près du micro, d'accord ? C'est la voix de l'Amazone, ça, on l'entend partout. Où que vous alliez en Amazonie, de l'est à l'ouest, vous entendez cette voix-là. On l'entend aussi dans les films, même quand ils ne sont pas tournés en Amazonie, mais on les met, dès qu'il y a un bout de jungle, on met ce son en principe. Voilà, et puis la bande au-dessus, c'est probablement un insecte. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut décortiquer comme ça. C'est-à-dire qu'un paysage sonore, finalement, eh bien, ça donne une image d'une partie de la biodiversité. C'est ce qu'on appelle un proxy de la biodiversité. D'accord ? Alors, on peut, là, on s'est arrêté à 8000 Hz parce que je voulais que vous puissiez l'entendre, mais on peut imaginer de regarder ça beaucoup plus haut, par exemple, et si on va jusqu'à 50 000, vous voyez, on a des chauves-souris, d'autres insectes qui apparaissent dans le domaine ultrasonore. Bref, avec ces paysages, on a un outil pour imager la biodiversité. Et nous, c'est ce qu'on fait. On a un programme là, qu'on a démarré il y a 2 ans maintenant dans la réserve spéciale de Maputo au Mozambique. Cette réserve est très intéressante parce que c'est un écosystème en mosaïque où vous avez de la savane, des forêts de différents types, des marais, des lacs, etc. Et l'idée, c'est de suivre la dynamique de l'évolution de la biodiversité sur plusieurs années. Dans cette réserve, la grande faune avait complètement disparu suite aux divers événements, guerre civile et autres au Mozambique. Et puis depuis une dizaine d'années, on a une reconquête en quelque sorte par la faune. Et donc, on place des enregistreurs dans chacun de ces milieux. Et là, je vous explique très rapidement le principe du truc. Donc, il faut imaginer qu'on a des enregistreurs qui enregistrent comme ça en continu pendant des jours et des jours. Ensuite, on utilise un réseau de neurones, qui est un réseau de neurones Google, en fait, qui analyse, qui à chaque seconde de temps affecte un certain nombre de coefficients. Et avec une petite intégration, ici, vous avez, chaque point représente 1 minute d'enregistrement dans un grand espace acoustique. C'est un espace acoustique qui fait 128 dimensions. Comme c'est pas possible de représenter 128 dimensions, ici, on vous en a mis 2. D'accord ? Mais chaque point, c'est 1 minute d'enregistrement. Chaque couleur, c'est un enregistreur. Et les types de couleurs, c'est les milieux. Par exemple, les bleus, c'est les enregistreurs passés près des lacs. Donc, vous voyez, dans l'espace acoustique, on peut imager finalement l'espace acoustique occupé par le paysage sonore enregistré par l'enregistreur. Mais le plus intéressant, c'est qu'on peut
suivre la dynamique au cours de la journée, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des mois. Et par exemple, je vous en donne qu'un exemple, hein, voilà la position des biotopes dans l'espace acoustique vers midi, et la voici au coucher du soleil. Et par exemple, eh bien, vous avez cette forêt qui était ici vers midi, donc ça veut dire qu'on avait une certaine ambiance sonore à midi. Au coucher du soleil, tchoung, on bascule tout à fait dans une autre région de l'espace acoustique. Donc on a un outil ici exploratoire qui nous permet vraiment de caractériser la dynamique de ces paysages. Derrière nous, on a développé, on est en train de travailler aussi dessus, des métriques qui permettent de quantifier des choses. Par exemple, on peut quantifier des volumes. On a 128 dimensions, ça permet de quantifier un paquet de trucs. Et voilà. Et donc l'idée, c'est ça. Et l'idée, c'est de suivre comment les choses vont évoluer. Voilà, alors je suis désolé parce qu'on est très très contraint par le temps, donc j'espère juste vous avoir mis en appétit bioacoustique. Mais là, pour en résumer, la bioacoustique étudie les communications acoustiques animales et humaines. Effectivement, comme Michel le disait tout à l'heure, on a un programme sur les pleurs des bébés au laboratoire. On regarde les bébés. Moi, j'ai effectivement commencé une partie de ma carrière avec Isabelle Charrier d'ailleurs, en étudiant les cris des bébés otaries. Et puis à un moment, je me suis dit, les cris des bébés humains, c'est pas mal aussi, parce qu'en fait, on connaît très peu de choses sur les pleurs des bébés. Voilà. Et puis ce domaine présente des applications diverses, depuis les interactions avec les animaux, le domaine biomédical, le bien-être animal et le suivi des écosystèmes. Juste une petite parenthèse, j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour une start-up qui vient de naître dans notre labo, qui a été fondée par quelques jeunes du labo, qui s'appelle Biophonia. S'il y a des gens que ça intéresse de les contacter. Donc ces jeunes, justement, parce que ça paraît très joli comme ça, ce que je vous ai présenté sur l'analyse des paysages sonores. Il y a quand même un gros problème, c'est stocker les données, traiter les données, parce que ça génère des quantités astronomiques de données. Et donc, l'objectif de leur boîte ici, c'est justement de fournir à des collectivités, des parcs, peu importe, n'importe quel organisme qui voudrait organiser un suivi de la biodiversité par l'acoustique, qui serait capable d'aller poser des capteurs, enfin même eux peuvent aller le faire, mais derrière, eux, ils assurent le stockage et le traitement des données. C'est vraiment leur idée. Et voilà, je crois que je suis dans les temps.